Salut à tous, on parle foot. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous sommes deux. Je suis avec Lucas. Salut Lucas. Salut Antoine. Comment ça va? Bah écoute, ça va bien et toi? Ah, ça va, la forme, en pleine forme pour ce premier podcast. Aujourd'hui, on va parler de la Coupe d'Europe. On va parler de nos clubs français, nos 6 clubs, si je dis pas de bêtises, engagés dans les plus belles des compétitions de clubs. On va commencer par la Ligue des Champions, on va parler de Paris, on va revenir rapidement sur Lille, ensuite on va enchaîner sur Lyon, Monaco pour la Ligue Europa et on finira par Marseille et Rennes pour la Conference League. Enfin, on donnera peut-être nos pronos, je ne sais pas encore dans quelle ordre on va le faire, mais ne perdons pas de temps et commençons directement. Alors, on va parler du PSG. PSG, on rappelle qu'il a gagné 1-0 son match aller à Paris contre le Real Madrid. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match rapidement? Bah écoute, très très complet. Voilà, on a vu une belle bataille tactique du côté de Paris Saint-Germain. Où, en fait, on était un peu surpris du Real Madrid qui s'est fait un peu manger, on va dire. Que l'attaque Benzema-Vinicius a bien été cadenassée par la défense parisienne et le milieu de terrain Kroos, Casemiro, Modric a été invisible. Donc premier point, et voilà, c'était important de Paris de marquer ce but si important, voilà, du sauveur, Monsieur Kylian Mbappé. Voilà. On le rappelle que le but à l'extérieur ne compte plus en cas de match nul cette année. Et donc voilà, c'était mon second point par rapport à ce match. Kylian Mbappé, est-ce que pour toi Paris doit le prolonger même à des prix exorbitants avec ce niveau-là? C'est vrai qu'on a vu que le PSG a proposé une nouvelle offre de contrat à Kylian Mbappé à hauteur de 50 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé du monde. Et de loin. Effectivement, c'était une affaire alléchante. Même le père de Kylian voudrait qu'il reste au PSG. Et on sait que Kylian, son rêve, c'est d'aller au Real Madrid. Mais je me dis quand même, à sa place, je ferais peut-être une année de plus si jamais on n'a pas la Ligue des Champions maintenant. Quand même, on a quand même Lionel Messi, Neymar avec lui. L'équipe, elle est faite pour lui. Mais après, un nouveau défi, ça se tente. Et je ne pourrais que être d'accord avec Kylian, peu importe sa décision. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. En plus, c'est un contrat de 2 ans que lui proposerait le PSG. Donc en vrai, il pourrait partir assez rapidement. Même au bout d'une saison, il part. Le PSG accepte une offre peut-être de 100 millions, 150 millions pour lui. Et les deux parties sont contents. Mais oui, pour moi, je pense aussi que Mbappé doit rester avec un salaire comme ça. Je crois que c'est 50 millions par an et il lui propose 100 millions en prime à la signature. En plus, une partie économique, c'est très très intéressant. Et en plus de ça, il aura un beau projet autour de lui. Parce que je ne sais pas si Messi Neymar vont encore rester très longtemps du côté de la capitale. C'est lui la star du PSG. Hein. C'est ça, c'est lui. Maintenant c'est clairement lui. Il l'affirme cette saison. Et est-ce que tu vois le Real Madrid peut-être revenir dans cette seconde rencontre? Honnêtement, j'ai du mal à y penser vu comment ils se sont fait un peu bouffer au match aller. Je me dis quand même là, avec les absences de Mendy et Casemiro suspendus, on a, je crois, Asensio qui est blessé. Je sais aussi, plus. qui s'est blessé. Ça. Ouais. Donc ça ferait pourquoi pas un milieu de terrain Valverde, Camavinga et le dernier serait Modric. Donc à gauche, Marcelo qui défend pas. Qui a un peu de mal, Ça serait très très dur pour. Même si Militao à la base est solide derrière, et puis Thibaut Courtois qui nous fait une très très belle saison. J'ai du mal à me projeter sur une victoire du Real. Peut-être un match nul, pourquoi pas. À voir si je devais me prononcer. Parfait, on allait passer au prono sur ce match-là, oui. Moi, je pense que Paris va faire mal cette équipe du Real qui va devoir attaquer. Je pense pas que Paris va se faire manger comme sur des précédents matchs qu'ils ont joué. Donc pour moi, Paris va se qualifier. Je les vois même marquer là-bas. Donc en vrai, je pense qu'ils peuvent faire un bon coup. Ils peuvent même, pourquoi pas, l'emporter vu les très très bonnes individualités qu'ils ont. Voilà, c'était notre petit point sur le PSG. Maintenant, on changera assez rapidement sur ce match, je pense. Désolé pour les supporters lillois. Donc ce Chelsea-Lille qui s'est terminé sur un score de 2-0 pour les Blues, sur des buts de Kai Havertz et de Christian Pulisic. Lille était clairement face à une équipe beaucoup plus forte qu'elle. Elle n'a rien pu faire lors de ce match. Évidemment, les champions d'Europe n'ont fait qu'une bouchée des petits poussés lillois. Malheureusement, on le sentait venir avec des résultats un peu en baisse pour Lille, avec un nul contre Metz 0-0. Alors Metz n'est pas vraiment fameux cette année. Après, voilà, ils ont eu un sursaut d'orgueil contre Lyon. Même si c'était pas non plus 1-0, intéressant. même si c'est pas un superbe match qu'ils nous ont proposé avec seulement 2 tirs cadrés, ils ont quand même réussi à être efficaces. Je me dis quand même, face à un club du standing de Chelsea, à Pierre Mauroy,
j'ai du mal à les voir gagner quand même, mais pas être ridicule non plus. À voir ce qu'ils vont donner. Après, c'est très difficile contre le champion d'Europe en titre, Chelsea, sûr. Qui est vraiment injouable, qui a fait vraiment un très très bon match. N'Golo Kanté au milieu de terrain a été incroyable. En plus, Lille a essayé de jouer face à cette équipe de Chelsea. Ils ont essayé de presser par rapport à d'autres équipes françaises qui se contentaient d'attendre tranquillement derrière. Donc c'est tout à leur honneur, mais le problème, c'est que dès que le pressing était mal fait face à ce type de joueur, Kanté, le nombre de ballons qu'il a remonté, c'était impressionnant. Il les a mangés tout simplement au milieu de terrain. En plus, le pressing, je pense que la paire Kovacic-Kanté, on peut pas faire mieux que ça, je pense, en termes de récupération de balles. En plus, dans un système à 3 en plus. Donc, c'était vraiment très très compliqué. Et en attaque, ça se projette ultra vite pour cette équipe de Chelsea. On a vu du Pulisic, du Ziyech, du Havertz. Et en plus, t'en fais sortir un, tu fais rentrer Werner ou Hudson-Odoi. Clairement, ça peut donner très très mal à la tête à ces défenseurs lillois. Pour finir rapidement sur les Lillois, est-ce que tu penses, avec un gros public, une ambiance de feu, est-ce que tu penses qu'ils peuvent faire douter cette équipe de Chelsea, peut-être en ouvrant le score rapidement, peut-être essayer d'y croire? Alors, essayer d'y croire, pourquoi pas, s'il marque un but. Mais c'est vrai que monsieur Jonathan David a du mal en ce moment. Il a fait longtemps qu'il n'a pas marqué en Ligue 1. Monsieur Burak Yilmaz, c'est le joueur qui a le plus de hors-jeu cette saison en Ligue des Champions. Je crois qu'il est à 15 ou 18, un truc comme ça. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'il se mette une petite claque quand même. Après, c'est vrai qu'on a vu sur la confrontation aller quand même qu'il y avait un seul joueur de top niveau, de haut standing, c'était Renato Sanchez. Clairement, ouais. Et qu'en fait, les milieux Benjamin André et Tcheka, malgré tout l'amour que j'ai pour eux, en fait, ce sont des bons milieux de terrain en Ligue 1. Mais en Ligue des Champions, ne sont pas au niveau comparé à, comme tu l'as dit, la paire Kovacic, Kanté. Moi aussi, j'aimerais bien rajouter un petit point sur la défense de Chelsea. Donc, on a Rudiger, Thiago Silva et Andrea Christensen, en compagnie bien sûr du portier Mendy. Je ne vois pas. La défense est cadenassée. Déjà qu'on a vu leur performance l'année dernière au cours de la campagne 2021. Une nouvelle de campagne 2022 va arriver. Je me dis que c'est très solide. On sait que Christensen a sûrement un accord avec le Barça. Thiago Silva, c'est un peu la pierre angulaire de Thomas Tuchel. Et puis peut-être que Rudiger a des contacts avec le Real Madrid, mais ça, pour l'instant, ils sont encore à Chelsea. Et je me dis que aller leur marquer un but, ça va être très compliqué, surtout que Burak Yilmaz a du mal. Et on va passer sur ça, ton petit prono pour ce Lille-Chelsea dans 3 jours. 2-0 aussi pour Chelsea. 2-0, tu penses que Lille... Je vois mal Lille faire l'exploit. Moi, je pense que peut-être Lille va essayer d'aller chercher. Je pense que le match nul peut être possible pour les Lillois. Peut-être un partout ou un 2-2, mais je vois pas tant de buts que ça, tellement que Chelsea est fort en défense. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, peut-être un partout où Chelsea marque sur un contre et Lille revient et marque pour le sursaut d'orgueil pour sauver l'honneur. On a fini avec cette belle Ligue des Champions. On va basculer maintenant sur la Ligue Europa. On va commencer par le club de la Principauté qui se déplace du côté du Sporting Braga. Rapidement, le Sporting Braga, cette saison, donc en Ligue Europa déjà, ils ont fini deuxième de leur poule, si je ne dis pas de bêtises, deuxième de leur poule. Ils ont joué contre Tiraspol, l'équipe moldave, Sheriff Tiraspol, reversé de Ligue des Champions. Ils sont qualifiés au tir au but, où je crois qu'ils ont perdu le match aller 2-0, mais ils ont remporté le retour chez eux 2-0. Une victoire au tir au but. Cette équipe de Braga, pour moi, risque d'être très très pénible, même si je ne connais pas du tout cette équipe. Je connais peut-être 2-3 joueurs, Ricardo Horta, comme tu le montres, et est un bon joueur que j'ai déjà vu passer, de très très bonnes stats. Si j'ai vu aussi leur milieu de terrain, où Lyon était intéressé pour le prendre. Galeno qui tire les pénaux, qui tire les coups francs dans cette équipe, qui tire très très bien les coups de pied arrêtés de cette équipe. Après, on connaît le style de jeu des équipes portugaises, ça va être intense, ça va presser, ça va jouer, ça va faire du ballon, ça va être rapide devant. Bref, ça va être une équipe très très chiante pour les clubs français chaque année, c'est comme ça de toute façon. Exactement, comme tu l'as dit, Braga, c'est un peu l'équipe sous-cotée par excellence. Donc voilà, on sait qu'elle fait son trou en Ligue portugaise, donc voilà, ils sont toujours quatrième derrière les 3 gros mastodontes. Et c'est toujours une équipe chiante à jouer. Après, c'est quand même peut-être le tirage le plus facile à avoir pour Monaco. Ouais, c'était le plus facile, avec les Rangers. Avec les Rangers et l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais donc, il n'y a pas d'équipe facile, on le rappelle. Non, c'est sûr que là, tout est un match piège.
Et bah, du côté de Monaco, ça revient bien. Déjà, on a changé de coach. Mm. Donc, c'est Philippe Clément, l'entraîneur, l'ex-entraîneur du club de Bruges, Ouais. qui est venu remplacer Niko Kovac. Écoutez, même si les derniers résultats sont pas très très bons, là, on voit qu'ils ont gagné contre l'OL, ils ont fait match nul consécutivement contre deux quand même. L'équipe faible, hein, Voilà, Lorient, mais quand même, qui essaient de se maintenir. même si contre Bordeaux, ils méritaient quand même de l'emporter. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et contre Reims, ils perdent le match alors qu'ils ont le match en main. Je sais pas comment ils perdent. Ils prennent 2 buts en 5 minutes à la fin. C'est assez de Kevin Folland. Et un but ensuite dans les arrêts de jeu. Franchement, c'est dommage. Mais après, le but qu'ils prennent contre Reims, ça montre c'est une équipe offensive qui veut aller chercher la victoire. Ils ne se contentent pas du match nul ou de la défaite. C'est tout à leur honneur d'avoir tenté et malheureusement, c'est raté pour eux. Après, si on veut revenir sur le parcours de Monaco en Ligue Europa, ils ont fini premier de leur poule dans une poule pas facile contre la Real Sociedad, le PSV Eindhoven et le Sturm Graz. Après, est-ce qu'on peut vraiment prendre en compte la Ligue Europa, parce qu'en soi, c'était avec leur ancien entraîneur qui n'est plus là malheureusement pour lui. Mais on a vu quand même une belle équipe de Monaco, solide, je crois, la Sociedad, où ils font match nul, c'est ça, un partout. Ils l'emportent chez eux contre la Sociedad. Ils ne perdent pas en fait dans cette phase de poule. Ils ne perdent pas. Ils gagnent au PSV. Ils font un bon petit braquage quand même là-bas. Ils font leur match nul à domicile où ils perdent pas, c'est l'objectif. Je crois qu'ils se baladent au premier match contre Sturm Graz et ils vont chercher un match nul où ils n'ont plus rien à jouer en Autriche. Donc Monaco, qu'est-ce que tu vois pour ce match-là entre C'est sûr que rester invaincu dans une poule quand même qui était assez pas relevée, mais voilà, on pouvait aller chercher peut-être une seconde place ou une troisième place, ce n'était pas illogique vu comment Monaco allait en début de saison avec la Real Sociedad qui est quand même une très belle équipe qui joue bien, et même le PSV Eindhoven qui pouvait chercher quelques points. Le contrat a été rempli, même si Kovac n'est plus là, les joueurs sont restés en place. Quand tu vois que ton duo d'attaque c'est Ben Yedder, Folland, tu te dis que tu es obligé d'aller en mettre 2-3 à Braga. Il y a pire quand même. Il y a pire. Peut-être un petit point d'interrogation sur Alexander Nubel, même s'il revient bien en ce moment. J'ai toujours un peu des doutes sur lui. Mais sinon, ouais, le milieu de terrain, quand même, quand on a Aurélien Tchouaméni, c'est très, très un fort. élément indéniable. Il y a de quoi faire pour cette équipe de Monaco, il y a de quoi faire pour cette équipe de Braga. Est-ce que tu vois Monaco passer contre cette équipe de Braga ou est-ce que tu vois une surprise portugaise ? Pour moi, Monaco doit passer. Ouais. Je ne sais pas s'ils gagneront là-bas, mais en tout cas, à Louis II, ils doivent gagner. Donc, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois Monaco passer dans la douleur, mais je vois quand même Monaco passer peut-être en prolong, peut-être au pénalty. Non, peut-être pas au pénalty, mais je vois pas un match facile. On sait se faire titiller un petit peu. Je pense que s'ils gèrent bien leur match aller, qu'ils explosent pas au match aller, je pense qu'ils peuvent faire le travail à Louis II. On va basculer maintenant sur Lyon. Qui lui plutôt va jouer non pas le 4e du Portugal, mais bien le premier, invaincu. Ça risque d'être très très compliqué pour cette équipe de Lyon face aux Portugais de Porto. On le rappelle, un Porto leader de Liganos. J'avais plus le nom de la Ligue. Liganos, ça tourne bien cette équipe, invaincue. Très solide. Alors déjà 6 points d'avance sur le Sporting Portugal, 2e tenant du titre. 10 points d'avance sur Benfica aussi. Attention. Même si on rappelle les mots de Sergio Conceição que c'était une affiche de Ligue des Champions, parce qu'on rappelle quand même que Porto et Lyon avaient éliminé la Juve, dont Lyon en 2020 et Porto en 2021. Ces deux équipes de standing européen, vraiment soirée Ligue des Champions. Et on se dit, qu'est-ce qu'elles font en Europa League ? Exactement. C'est bizarre, mais après, pour les forces de Porto, ils ont quand même eu un groupe avec Atlético Madrid, Liverpool et l'AS Milan. Ils ont failli passer en Ligue des Champions, ils ont failli passer. C'était à très peu de choses de se qualifier. Je crois que c'est le dernier match. Ça se joue le dernier match, ils perdent 3-1, c'est ça, contre l'Atlético. Alors qu'il m'a fallu leur mettre un bouillon à domicile. C'était un match très très tendu, mais cette équipe de Porto qui malheureusement passé en Ligue Europa et qui a quand même éliminé la Lazio, l'une des favorites de cette compétition. J'ai vu en plus ils ont dominé globalement le match aller face à la Lazio. Retour, ils font le travail où ils mènent 2 fois au score. Ils se font rejoindre, mais ils ne sont pas tant inquiétés que ça. Donc franchement, Porto est très solide. Ils ont perdu Luis Diaz cet hiver et Sergio Oliveira qui est parti du côté de la Roma et Luis Diaz de Liverpool. Mais on sent que cette équipe, même en faisant jouer les remplaçants, c'est quand même très très fort. Même si ce week-end ils ont fait match nul contre Gil Vicente. J'ai regardé le match. Pour moi, ils ne doivent jamais faire match nul contre cette équipe. Ils doivent l'emporter, mais je sais même pas combien de... Je pense qu'on joue le match 10 fois, ils le gagnent 9 fois. Van Nilsson, très 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 fort.
découvert sur Sorare, hein, on fera peut-être un jour un podcast là-dessus, petit aparté, mais Evanescence très très fort, c'est impressionnant. En plus dans ce match-là, je crois, si je me rappelle bien, Gil Vicente prend un rouge, Gil Vicente ouvre le score dans la foulée, mais Porto égalise direct après. C'était vraiment un match, voilà, c'est un match incroyable. Voilà, ils prennent un rouge dès la 3e minute. Gil Vicente marque, Porto repasse, réégalise, et Gil Vicente remarque, mais c'est refusé pour hors-jeu. Un nombre de barres ou de poteaux qui a touché Porto, le nombre d'arrêts qu'a fait le gardien. Ça va être dur pour Lyon, hein, on va pas se cacher. Il faudra bien gérer ce match aller pour pas vivre un calvaire au retour. Hein. On voit l'attaquant iranien. Ça va être très très dur parce que voilà, moi j'aimerais bien parler de Mehdi Taremi, donc qui est quand même à 12 buts en 23 matchs. Voilà, on sait que vous êtes fervent de stats. C'est vrai que voilà, cet attaquant il est plaisant à avoir joué et il est très efficace. Voilà. C'est vrai qu'on aurait bien aimé un peu pour la belle histoire une confrontation Azmoun-Taremi. Malheureusement, Ça pas s'est pu se pas faire, fait, dommage. c'est pas fini. Mais Taremi-Vanison, attention, sachant qu'en face c'est Dembélé Toko, un peu moins prolifique, mais toujours aussi intéressant. On va en parler. On va revenir sur eux, maintenant sur Lyon. Hein. C'est ça. Lyon qui est 10e au classement, qui vient de perdre contre Lille. Alors on tourne, il joue contre Lorient ce soir. Alors on tourne ce podcast. On a vu du moins bon et du moins bon cette équipe de Lyon qui a perdu Guimarães cet hiver, qui s'est renforcé avec Ndombele et Romain Fèvre. Est-ce qu'il y a des signes de satisfaction pour toi et des signes qui te montrent que Lyon peut passer face à Porto ? Et ben pour moi, ce sera un grand oui. Parce que depuis la reprise de la trêve, Lyon a 2 défaites, 2 nuls et 2 victoires. Donc on peut se dire que c'est pas bien, mais finalement, c'est quand même, en vue des adversaires, le calendrier était quand même très chargé. On a Paris, on a Marseille, on a Monaco, on a Nice, on a Lens, on a Lille. Des favoris au podium, enfin à la course européenne. On a eu aussi Saint-Étienne qu'on gagne. C'est une équipe qui joue, voilà. On sait que Peter Bosz a été souvent critiqué et que Jean-Michel Aulas lui a donné un délai jusqu'au mois de février pour... Là, il a redit qu'il comptait sur lui pour la fin de saison, en espérant aller chercher la Ligue des Champions. Il fait confiance parce que... Mais est-ce que tu n'as pas peur que Lyon, qui va essayer de peut-être produire du jeu, je sais pas quelle équipe va essayer de produire du jeu en soi, parce que les deux vont essayer d'obtenir le ballon. Je pense qu'il y aura des temps forts de chaque côté, mais... Peut-être c'est celui qui marque le premier but. Ouais, c'est ça. Le pressing lyonnais face à la vivacité portugaise, j'ai peur pour les Lyonnais que ça mette des longs ballons dans le dos. On a vu que le fait, c'est typiquement le match contre Monaco. Je pense que ça peut ressembler à ce match-là où on a un bon gros pressing monégasque et ça va jouer dans le dos sur les Evanilson, les Pépé. Après, à voir avec la compo, hein, parce qu'on rappelle à Monaco, c'est un 3-5-2 qui avait marché miraculeusement à Marseille. Si t'as un Boateng Loukeba qui en défense, Boateng, ça va se prendre des longs ballons sur lui, même s'il peut en envoyer aussi. On sait que la défense de Porto, il n'y aura pas le deuxième Pépé, le Portugais que tout le monde connaît du Real Madrid. Mais faudra voir pour cette équipe de Lyon. Match aller là-bas, il faudra bien le gérer. Et normalement, à domicile, Lyon fait le taf souvent, donc on voit qu'ils dominent. On l'a vu contre Lille, même s'ils perdent, à chaque fois ils font le travail à domicile. Ils ont 15 occasions. C'est ça, ils peuvent le gagner. Les frappes lyonnaises sont un peu molles, je trouve. C'est ça. C'est qu'il y a les occasions qui sont créées, mais il y a un problème de finition. Exactement. C'est ça. Et donc, pour parler pronostic pour ce match-là, pour cette confrontation globalement, que vois-tu pour ce match ? Écoute, mon cher Antoine, moi je vois bien match aller peut-être un petit nul et accrocher le 1 partout au stadium et au Parc OL devant ton public. Le retour de la compétition internationale, quand même, le vrai. Parce que voilà, tu l'as dit, tu l'as affirmé, ton objectif c'est d'aller la chercher. Voilà, tu dois gagner, tu vas gagner 2-1. Enfin, on espère pour les Lyonnais. On sait qu'il y a aussi un retour de Jeffrey Adelaide. Il est dans le groupe. On va voir s'il peut jouer ce soir. Ça va être intéressant parce que c'est vraiment un joueur qui m'intrigue. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Après, du coup, c'est à double ligament croisé. Une fois avec Lyon en novembre 2019. Ouais. Et une fois avec Nice en janvier, je crois, 2021. Ouais. Si je dis pas de conneries, voilà. Ça va être intéressant. Voilà, parce qu'il faut des joueurs de profondeur. À voir. Toko Ekambi, s'il se met bien, s'il est dans l'histoire de grands matchs, parce qu'on sait que l'Europa League c'est sa compétition. Voilà, si on rappelle des stats. Meilleur buteur quasiment de la compétition. Presque meilleur buteur, ouais. Il est co-meilleur buteur, je crois. Il a 6 buts en 6 matchs, donc voilà, un but par match. C'est intéressant. C'est très très intéressant. Pour moi, Lyon, si on tombe sur un Lyon qui a affronté Nice, Lyon passe. Oui. Pour moi, je pense. Si on tombe sur un Lyon qui a joué Lens, ou qui a joué Lille, ou qui a joué Monaco, Lyon passera pas. En fait, ça dépend des individualités. Si Ndombele est à son plus haut niveau, ça risque de faire du bien. Aouar pareil, Toko Ekambi pareil, Dembélé pareil, Fèvre pareil. Ça va dépendre de si les joueurs veulent briller ou pas, même si je pense qu'ils seront motivés.
Et s'ils nous font un grand match, on sait qu'Ndombélé, contre les grosses équipes, ça a souvent bien marché. On se rappelle des matchs contre Paris. Avoir pareil, on rappelle en Ligue des Champions, l'année où ils sortent City, enfin ils sortent pas City, mais oui, sur un match. non, mais plutôt l'année où ils sont en poule, la poule avec oui, City, oui. pardon, où ils font jeu égal avec City, même Ils gagnent à l'Etihad et ils font nul au Parc exactement. OL. Donc pour moi, Lyon, si Lyon se donne les moyens d'y croire et de réussir, Lyon passera pour moi. Mais il faudra quand même pas sous-estimer cette équipe de Porto qui elle aussi voudra la qualif. C'est sûr. On risque de voir 2 très très beaux matchs, je pense. On est peut-être sur l'affiche la plus alléchante de nos clubs français avec le PSG Real pour moi. C'est sûr. Et puis on peut aussi rappeler pour la stat que Peter Bosch avait éliminé Exactement, le Porto avec Leverkusen. Exactement. Voilà, donc on espère pour le coach néerlandais. Mm. On va passer à la Conference League. Exactement, notre 3e club qui était qualifié en Ligue Europa, malheureusement, maintenant en Conference League. Qui a éliminé Karabag, tour précédent, pardon. L'équipe d'Azerbaïdjan, c'est l'Olympique de Marseille qui va jouer contre le FC Bâle. Le FC Bâle, ça tourne bien en Ligue Suisse. En Ligue suisse. Je sais pas comment elle s'appelle la Ligue suisse. La Super League. La Super League. Ils sont 3e. Et oui, parce que le FC Zurich, c'est un peu la surprise du championnat qui sont devant, voilà, assez largement. Avec les Young Boys derrière et assez loin quand même. Ils sont très très loin. Bâle, ça a perdu des points. Ça a perdu son meilleur buteur, Arthur Cabral, qui est parti à Fiorentina. Merci. Pour remplacer Dusan Vlahovic. Parti à la Juve. C'est ça. Donc Bâle perd quand même son grand attaquant. Dans cette équipe, est-ce qu'on a des joueurs peut-être un petit mot pour Sebastiano Esposito. Exactement, je l'ai récupéré cette semaine sur ce rare Esposito, un très très fort futur. 19 ans. Futur crack. J'ai vu 4 buts, 3 passes D, pardon. Ça, prêté par l'Inter. Donc voilà, ça lui fait du temps de jeu. C'est intéressant pour lui. En Conference League, c'était en Ligue Europa, si je dis pas de bêtises. Conference League. Ils ont fini premier de leur poule. C'est ça. Ils ont fini premier de leur poule. Donc on n'a pas joué de tour de 16e de finale, ils n'ont pas eu besoin de la jouer. Ils ont fini premier de leur poule en Karabag, Omonia Nicosie et le Kairat Armati, Kazakhstan, Kazakh. Voilà, donc un groupe pas une poule un peu chiante à jouer, mais Bâle était favori. Il fallait passer. Ils ont fait que des victoires quasiment. Non, je fais une défaite, un nul et 4 victoires. Non, 2 nuls, pardon. Je suis très nul en maths. Ils ont fait 2 nuls et 4 victoires. Ça fait 4 x 3, 12 plus 2 x 1, ça fait 16. 14, non, je suis nul. Et du coup, cette équipe de Bâle qui s'est qualifiée facilement pour les 8e. Pour moi, je pense qu'on va peut-être pas s'éterniser dessus. Marseille, même s'il joue moins bien en ce moment, est censé passer contre cette équipe quand même. Marseille, c'est un très bon tirage pour eux. C'est très très bon tirage parce qu'ils sont quand même second de Ligue 1 malgré quand même quelques petites défaites un peu insensées. Là, on voit la piste un peu descendante. Ils ont un peu bégayé contre Clermont Metz, à domicile et 3. Contre Clermont, c'est le faux pas. Et puis 3, ils sont fait accrocher par 3. À voir duel entre Paul Lopez et Steve Mandanda qui va être au cage aussi. Je pense à Paul Lopez pour moi. Mais bon, pour moi, Marseille c'est passé. Ça doit gagner. Ça doit passer. Voilà, pas un match facile, je pense. Je pense le premier, il joue au Vélodrome, le premier. C'est comme en... c'est ça. C'est au Vélodrome, comme c'est l'équipe, l'équipe reversée. Donc, faut faire la différence. Au match aller, partir avec un but d'avance au moins à Bâle. Sinon, ça risque d'être un match piège et qui risque d'être assez... compliqué pour les Marseillais. Est-ce que tu veux développer quelque chose en plus ou on passe à Rennes? Je dirais quand même que Marseille s'est quand même largement renforcé au mercato d'hiver quand même avec l'arrivée de Cédric Bakambu. Donc voilà, ça fait déjà un deuxième grand attaquant, un deuxième numéro 9. Il y a Gigot aussi en défenseur central. Gigot qui va arriver après, je crois. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il vient... il vient libre. Ah oui, ça. Il a été acheté au mercato d'hiver pour être reprêté dans la foulée au Spartak Moscou. Ok, ça je savais pas. Okay. C'est ça. Mais du coup... Oui, bon mercato de Marseille. Voilà, il y a aussi des petits jeunes aussi à aller sortir qui peuvent se démarquer. Non, franchement, l'équipe de Marseille est belle. On a du Guendouzi, on a du Saliba qui nous font une très belle saison. Voilà, Guendouzi qui a été du coup l'option d'achat a été levée par Marseille à Arsenal. Donc on voit que Guendouzi est heureux à Marseille. Payet reste aussi très très bon. Il fait une bonne saison. Under aussi, moi je trouve. Excellent. Under très très bon. Excellent avec cette équipe olympienne.
Mais oui, donc on le rappelle, hein, Marseille est censé passer contre Bâle. C'est Ils sont favoris. Ils doivent, s'ils veulent la remporter, parce que il va être parmi les clubs favoris, ça. ils sont censés la remporter. Comparé à notre autre club français Qui qui n'a va pas avoir eu de chance. Rennes est sorti de la poule de Tottenham et du Vitesse Arnhem. On sait que les Français ont du mal contre les clubs néerlandais. Ils sont passés, pas facilement, mais ils ont sorti les muscles pour passer. Premier de sa poule avec 14 points, invaincu. Un nul face à Tottenham. Non, ils n'ont pas joué le dernier match. Parce qu'il était annulé à cause du Covid. Ça a fait match nul contre Tottenham. Non, ça a battu Tottenham. Non, match nul à Horizon Park. Ouais, oui, 3-0, victoire, défaite par forfait pour Tottenham. Tottenham qui se fait éliminer de la Conférence League. Exactement. Ils ont fait le travail face au Vitesse Arnhem, même s'ils font peur, ils font 3-3 alors qu'ils mènent 3-1. Rennes sort sa poule. Rennes, ça fait plaisir à voir jouer Rennes cette saison. On a les Laborde, on a les Terrier impressionnants. Bref, cette équipe elle est incroyable. Normalement, Rennes, ça joue très très bien parmi les meilleurs clubs de Ligue 1 en termes de jeu, mais ça tombe Leicester. Reversé de Ligue Europa, c'est ça qui est dans la poule de Naples. Du Spartak Moscou. Et du Legia Varsovie, si je dis pas de conneries. C'est ça, si je dis pas de bêtises, ouais. Alors, on va vérifier les amis. Normalement, ouais, c'est ça. C'est ça. Legia Varsovie, voilà. Où je sais pas, au dernier match, ils font tourner alors qu'ils sont censés se qualifier. Ils ouvrent le score contre Naples, mais malheureusement, ils perdent. 3-2 finalement. Dans un match un peu foufou. Cette équipe avait de quoi faire quand même, malheureusement. Ils ne se sont pas imposés et donc sont encore une fois, l'année précédente, ils ont fini 3e de leur groupe alors qu'ils devaient passer aussi. Les Stars ont du mal avec les Coupes d'Europe, on sait qu'ils font beaucoup tourner. J'ai vu aussi en termes de calendrier, ils auront beaucoup de matchs à rattraper en Première Ligue. Ils ont commencé jeudi dernier déjà, donc peut-être qu'ils vont faire tourner un peu en Conference League et ça peut être un plus pour cette équipe de Rennes. On sait que les Madison, les James Vardy, les Tillmans, les Son Heung-min, les Harvey Barnes, c'est très très fort du côté de Leicester. 12e au championnat, c'est très décevant pour cette équipe. En ce moment, c'est assez compliqué pour eux. Je me souviens qu'ils avaient battu Liverpool au mois de décembre. Récemment, ils ont battu Burnley 2-0. Ils n'ont pas joué contre Chelsea. Ils ont perdu contre les Wolves. Ils ont fait match nul contre West Ham. Il y avait de quoi faire mieux pour cette équipe qui visait, je pense, au moins un top 6 cette saison. Donc c'est assez décevant. Ils loupent 2 fois de suite la Ligue des Champions. Et là, ils vont jouer, j'ai postillonné, ils vont jouer contre Rennes pour ce 16e. Est-ce qu'ils vont le jouer à fond? Je ne sais pas. Mais s'ils le jouent à fond, on risque d'avoir un très beau match et ça risque d'être très très difficile pour cette équipe rennaise. C'est sûr. On va aussi rappeler les mots de Brendan Rodgers, l'entraîneur, qui à la sortie du groupe d'Europa League a dit je ne connaissais même pas la C3, enfin non, la C4 maintenant. Il ne savait pas ce que c'était la Conference League et du coup, c'est vrai qu'on voit un peu un désintéressement des commissions européennes pour Leicester, voilà, qui aussi bégaye un peu en Première Ligue. C'est quand même très décevant, une 12e place pour un club qui arrive toujours à titiller un peu les gros. Là, voilà, ils sont derrière des Crystal Palace, Brighton, Southampton qui jouent très très bien. Leicester a du mal, on peut se demander pourquoi. Des blessures, c'est beaucoup de blessures, ce qui fait du coup que l'effectif tourne beaucoup. Et quand même, il reste quelques individualités qui sont très très bonnes, voilà, comme Jamie Vardy, comme tu l'as dit, qui quand même a 10 buts en 17 matchs. Voilà, il fait ses stats, chaque année il fait ses stats. Ça, mais le fait que le mercato n'a pas été fructueux, quoi. C'est que tu recrutes Passon Daka qui est à 4 buts en 13 matchs, c'est un peu insuffisant pour un gros crack du RB Salzbourg, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Voilà, qui était annoncé. Il est remplaçant aussi, il était beaucoup remplaçant en ce début de saison. C'est ça. Première partie de saison. Donc... Même Kelechi Iheanacho qui on voit plus, il joue qu'en Ligue Europa, je crois. C'est ça. Qui n'est pas. Il n'a même pas joué en Europa, tu vois. Si, il a 3 passes décisives. Ah oui. Oui, 3 passes. Autant pour moi. Oui, non, mais. Ouais, ça va être compliqué, mais pour j'y croirais devant un public qui risque d'être assez comment dire, porté. Les Rennes va être porté par son public. Quand on le rappelle, la fois vous avez affronté Betis Séville, ils avaient affronté Arsenal. On avait vu de très belles ambiances au Horizon Park. On sent que c'est un public qui demande que ça, la Coupe d'Europe. Et donc Rennes doit la jouer à fond. Je pense que Rennes va la jouer à fond, comme l'a dit Genesio en conférence de presse. Rennes va se donner les moyens, on sait qu'il y a le retour de Doku dans cette équipe, on a Souleymana, même si Rennes en ce moment joue sans eux car c'est un jeu très collectif qu'ils ont, mais pour moi Rennes peut y croire. Match aller à Leicester, il va falloir tenir, s'ils arrivent à tenir je pense sur ce match aller, ils peuvent passer pour moi, j'y crois totalement pour cette équipe rennaise. J'y crois forcément parce qu'on a
Pep Genesio, voilà, souvent critiqué par les supporters lyonnais, mais qui fait son petit bout de chemin à Rennes. Voilà, c'est l'équipe qui lui correspond bien. Il a l'habitude des clubs anglais. Voilà, il a bien fait masterclass à City. Voilà, Il a l'habitude des gros matchs aussi. Gros match aussi à enjeu. Voilà, il a l'expérience européenne. Petite expérience en Chine qui n'a pas très très bien fonctionné, puis un peu avorté par le Covid. Mais voilà, Bruno est de retour en France et on est très content de le revoir parmi nous. On a quand même Alfred Gomis qui réussit une saison très solide, même s'il est parti à la CAN et que le jeune Alemdar l'a remplacé quelques temps. On a une charnière centrale quand même que je tiens à souligner, quand même, qu'on a Neyef Aguerd et Mohamed Omari. Qui a remplacé Loïc Badé. C'est ça, exactement. Qui a explosé ce jeune, c'est 21 ans et il nous a fait une masterclass contre le PSG. Les côtés par Birger Meling et Amari Traoré, c'est du très solide aussi. Enfin, l'équipe est belle. Il y a de quoi jouer. C'est pas des noms conflants qu'on connaît, mais c'est des jeunes qui sont. Et surtout, celui que j'adore cette équipe, c'est Lovro Majer. Ah, j'allais en parler. Le joueur de football manager que tout le monde s'arrachait. Et c'est comment. Il confirme son potentiel pour l'instant avec cette équipe rennaise. 2 buts, 6 passes D en 18 matchs. Il est arrivé en fin de mercato d'été, mais c'est vraiment un très 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 bon joueur. Il est agréable, on l'appelle le Modric, le nouveau Modric. Je pense que c'est un poil plus offensif que le Lucas, mais je pense que Rennes peut y aller en étant serein et peut compter sur ses forces. Comme Gaëtan Laborde. Voilà, 13 buts en 26 matchs, 5 passes D aussi. Décisif à tous les matchs quasiment. Quelle connerie de Montpellier de l'avoir vendu, quoi. Il n'y a pas trop le choix, je pense, qu'ils voulaient partir aussi. Ils ont récupéré un bon chèque et 15 millions, hein. C'est ça, ils s'éclatent maintenant avec cette équipe de Rennes. Hein. C'est un très très bon joueur sous-côté, ce Gaëtan Laborde, Martin Terrier aussi. Très très bon joueur cette saison, avec 13 buts aussi. Martin Terrier qui s'éclate dans un club avec un peu moins de pression qu'à l'OL. C'est un joueur qui s'éclate totalement, comme je l'ai dit, avec les Rennais. Et du coup, Rennes va affronter Leicester. Et moi, j'y crois totalement, une victoire rennaise. Toi aussi, je pense. Un peu de folie, ouais. Moi, j'y crois, une belle ambiance. Pas une victoire rennaise tout de suite, mais une qualification. Oui, qualification. Ouais. Je pense que Rennes va pouvoir nous faire un très très joli parcours. On a fini avec nos clubs français. On va s'arrêter là parce que le podcast dure déjà depuis très très longtemps. Une demi-heure. C'était très bien pour ce premier épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel thème vous voulez le prochain épisode. Voilà, n'hésitez pas à le liker si ça vous a plu, à vous abonner si vous découvrez la chaîne par le biais de ce podcast. On en refera plus souvent. Et sûrement des podcasts rares qui devraient arriver, des vidéos rares qui devraient arriver avec beaucoup de scouting normalement. Restez connectés. Merci Lucas pour ce podcast. Merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir. Et au plaisir de refaire d'autres. Avec grand plaisir, je te reçois parmi nous, Lucas, qui gère le compte aussi Instagram avec moi. Et sur ce, portez-vous bien. C'était On Parle Foot. À bientôt. Allez, bisous.